Bienvenue sur 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Dans ce podcast aujourd'hui, on a une invitée qui est Annick Smedim, qui est professeure des universités à l'Université Savoie-Mont-Blanc et membre du labo LIP-PC2S. Bienvenue Annick. Bonjour Julia, bonjour Kenzo. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, Annick travaille dans le domaine de la cognition sociale, un domaine qui s'intéresse surtout au traitement des informations sociales dans le cerveau. Et particulièrement, elle s'intéresse aux stéréotypes et aux stéréotypes du genre et des métiers, des choix de métiers. Une question que nous, on s'est posée ou qu'on se pose, c'est pourquoi, dans l'enseignement supérieur, les femmes sont-elles sous-représentées dans certaines filières et les hommes sont-ils sous-représentés dans d'autres filières ? Alors, d'accord. Alors, quand tu parles de sous-représentées dans certaines filières, j'imagine que tu fais référence au fait que les femmes sont sous-représentées dans le domaine des STEM, donc sciences, techniques, ingénierie, mathématiques, et les hommes, effectivement, sont moins largement représentés, par exemple, dans les métiers du care ou les lettres, par exemple, les SHS. Oui. Ok. Alors, pour ce type de questions, c'est clairement, les causes sont multiples, les explications sont multiples, on est dans des systèmes complexes, quelque part, les individus insérés dans leur environnement social, il n'y aura pas une seule explication qui va nous permettre de rendre compte de ça. Donc je vais vous parler simplement de moi, un petit peu l'approche sur laquelle j'ai travaillé. Mais ça ne sera pas exhaustif. Donc effectivement, une des raisons qui peut amener à cette sorte de déséquilibre, en fait, en fonction du genre, ce sont justement les stéréotypes de genre, et notamment un en particulier, qui va associer davantage les maths au masculin et le féminin aux lettres. Donc l'idée, c'est ces stéréotypes peuvent être appris très tôt, par exemple dès le primaire. Ils vont être potentiellement renforcés au fur et à mesure de la scolarisation, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive à la fin du secondaire, eh bien, ce sont des cognitions sociales qui vont pouvoir influencer les choix, par exemple la performance académique égale. Eh bien, peut-être que ça va être un des facteurs qui va amener les femmes à plus s'orienter vers certaines filières et vice-versa pour les hommes. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Oui. Et donc, la plupart des études ou des interventions dont on entend parler sont centrées sur l'idée de amener plus de femmes dans certaines filières ou plus d'hommes dans d'autres filières. Ton approche est un peu différente. Toi, tu t'intéresses plus à pourquoi les femmes qui ont choisi de faire des études en STEM, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ce choix ? Ouais. Alors, effectivement, une des façons d'aborder la question, c'est de se dire pourquoi celles qui n'y vont pas, elles n'y vont pas. Mais l'intérêt de s'intéresser à celles justement qui ont fait ce choix-là, c'est un petit peu quasiment comme des études de cas. C'est des personnes qui sont quelque part extrêmes dans leur choix, qui sont contre-stéréotypiques, puisque par exemple quand on va voir les femmes en école d'ingénieur, elles disent souvent elles sont 2-3 pendant des années, donc elles sont en forte minorité numérique. Elles savent que c'est quelque chose qui est contre-stéréotypique. La plupart elles en ont conscience, mais c'est justement ce choix inhabituel qui peut nous éclairer sur qu'est-ce qu'elles ont peut-être de spécifique et qui peut expliquer leur engagement, leur persistance, alors même qu'on sait qu'elles peuvent faire face à un certain nombre de difficultés qu'elles n'auraient peut-être pas eues ou dans une moindre mesure si elles avaient choisi un métier plus stéréotypique ou une voie professionnelle plus stéréotypique. Donc c'est alors presque la comparaison qui me vient, mais c'est un peu maladroit, donc si ça vous convient pas, j'en suis navrée. C'est presque comme l'étude de la pathologie peut venir éclairer le fonctionnement normal. La même façon, des choix de carrière comme ça, un petit peu extrêmes, différents en tout cas par rapport à la norme, vont pouvoir venir éclairer qu'est-ce qui se passe en cours de socialisation et en particulier pour ces stéréotypes de genre. Et est-ce que tu as trouvé des facteurs spécifiques à ces femmes qui ont fait ce choix contre-stéréotypé ? Alors, je ne devrais pas dire étonnamment oui, parce que
on peut le théoriser en amont. On pouvait potentiellement s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des spécificités pour ce groupe contre-stéréotypique. Et effectivement, avec certains types de tâches qui mesurent ce qu'on appelle des associations implicites, donc en tout cas qui ne sont pas forcément basées sur qu'est-ce que, quand on demande à une personne, est-ce que vous pensez que les maths c'est plus pour les hommes et pas pour les femmes, c'est pas ce type de mesures-là qu'on va utiliser pour les stéréotypes, c'est plutôt des mesures qui vont se baser sur des temps de réponse et qui vont s'intéresser aux associations moins contrôlées qu'on peut faire entre maths et femmes et masculin et lettres ou vice-versa. Donc sur ce type de tâches en particulier, ce n'est pas valable pour tous les types de mesures, on constate que les femmes qui sont contre-stéréotypiques comme les femmes en STEM, eh bien elles ont des associations implicites en fait beaucoup moins stéréotypiques, voire contre-stéréotypiques, par exemple par rapport aux garçons qui sont, enfin leurs collègues masculins qui sont aussi en STEM. Donc quelque part, le fait d'avoir une histoire de socialisation contre-stéréotypique a potentiellement amené par renforcement, par apprentissage au quotidien, à un petit peu structurer d'une façon moins habituelle, ou en tout cas qu'on retrouve moins en population générale pour ces femmes-là. Et on peut imaginer que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et de nécessaire peut-être pour pouvoir persister dans ce type de filière. Alors donc ça veut dire que les femmes qui sont en STEM font moins preuve d'une association entre féminin et maths, par exemple, spécifiquement dans ce cas. En fait, voilà, c'était pas très clair, tout à fait. C'est l'idée que ces femmes vont moins associer maths et masculin par rapport à féminin et lettres, c'est-à-dire que pour elles, finalement, c'est assez logique. Elles, ce sont des femmes qui sont en général excellentes en maths, qui persistent dans ce domaine. Donc finalement, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elles associent spécifiquement les maths au masculin. Elles vont autant associer les maths au féminin qu'au masculin, finalement. Pourquoi est-ce qu'on s'attendrait que les femmes qui sont en STEM auraient une association plus forte entre maths et hommes qu'entre maths et femmes ? Alors pourquoi on pouvait s'attendre à néanmoins observer ça ? Oui, effectivement. Par définition, même des stéréotypes, en fait, les stéréotypes sont des connaissances qui sont partagées, qui sont normalement largement diffusées au sein d'une société. Donc les femmes qui sont en STEM sont aussi exposées à ces stéréotypes de façon quotidienne. Et d'ailleurs, quand on leur demande, si on leur demande explicitement, est-ce que vous connaissez ce stéréotype, elles vont dire évidemment pas. On les connaît. Donc c'est un stéréotype qui est fortement partagé, oui. Et où on pourrait argumenter que ces femmes-là sont aussi touchées par ce stéréotype. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut imaginer, et il y a des travaux qui vont dans ce sens, que dans d'autres situations bien spécifiques, par exemple, où on va activer une sorte de crainte de l'évaluation, elles puissent quand même être affectées par ces stéréotypes négatifs. C'est juste que par défaut, et avec les types de mesures qu'on utilise, donc plus implicites, elles ne vont pas manifester le même pattern d'association que, par exemple, les hommes en STEM. Et est-ce qu'il t'est arrivé d'étudier d'autres groupes sous-représentés dans certaines filières ? Tu as évoqué les hommes en faculté de lettres. Est-ce que tu as aussi étudié cette population-là, ou est-ce que tu es vraiment spécialiste, on va dire, de la question des STEM et des femmes ? Alors, plus tellement maintenant, parce que en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est de réfléchir finalement aussi au niveau théorique. Est-ce qu'on a des raisons de supposer que ces choses qu'on observe pour les femmes qui sont contre-stéréotypiques en STEM, est-ce que ça pourrait s'observer effectivement chez d'autres groupes contre-stéréotypiques ? Et théoriquement, on pouvait s'attendre à ce que ça soit le cas. Donc l'intérêt aussi de la psychologie sociale, c'est évidemment de s'intéresser à différents groupes réels, par exemple. C'est pas toujours évident, mais là, en l'occurrence, un groupe de comparaison, c'était donc les hommes et les femmes en STEM et les hommes et les femmes en lettres SHS. Et effectivement, si on a les deux groupes, entre guillemets, les plus stéréotypiques, donc les hommes en STEM et les femmes en lettres SHS, eux, ils ont bien des associations stéréotypiques classiques, c'est-à-dire qu'ils vont associer davantage les maths aux hommes et les lettres aux femmes. Eh bien, les femmes en STEM sont celles qui vont être les plus contre-stéréotypiques, et les
garçons en lettres SHS, eux, ils vont être un peu au milieu. Donc, ils sont, en tout cas, ces stéréotypes se manifestent moins dans ce type de tâches aussi chez ces personnes-là qui sont aussi contre-stéréotypiques. Donc, ça, c'est assez conforme à ce qu'on pouvait s'attendre à observer sur les bases théoriques qu'on avait. Et on pourrait peut-être parler, par rapport aux résultats de tes recherches, finalement, c'est quoi la motivation ou les motivations des gens qui s'engagent dans des choix de carrière contre-stéréotypiques? Alors, je ne sais pas si le terme motivation ici, si on reste vraiment sur ces recherches en particulier, ce qui est restreint, serait peut-être le meilleur terme. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y a une sorte de cercle vertueux finalement qui se crée pour, par exemple, ces femmes en STEM. Et on peut imaginer aussi qu'elles ont rencontré des difficultés, mais ça doit être des personnes qui ont probablement eu de très bonnes performances, notamment dans le domaine des maths, de la physique, etc., qui, pour plein de raisons propres à leur socialisation, peut-être on y reviendra un tout petit peu après, peut-être parce qu'elles ont eu le soutien de certains enseignants, elles ont peut-être eu le soutien de leurs parents, plus que peut-être d'autres personnes à performance égale. Donc, si on est fort dans un domaine et que par ailleurs on se sent soutenu pour continuer dans cette voie, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui s'offre comme, on va dire, option possible, là où peut-être d'autres, si on est un peu plus faible dans la matière ou si on n'est peut-être pas soutenu de la même façon par ses pairs, par sa famille, par l'école, vont peut-être moins persister. Donc, est-ce que tu as des conseils pour les enseignants ou les parents qui veulent, en tout cas, ouvrir la voie un peu plus pour les filles qui sont peut-être un peu intéressées par les maths, mais qui risquent d'être freinées par un stéréotype, ou les garçons d'ailleurs. Dans l'autre sens, oui. Alors, pareil, on est sur des... même si ce sont des études qui sont faites sur des groupes sociaux réels, donc en ce sens-là, on est sur les caractéristiques de ces groupes-là, on reste sur des recherches qui sont plus fondamentales qu'appliquées pour l'instant. Alors, il y en a quelques-unes peut-être qui ont été faites vraiment à visée appliquée, mais donc, et on a pris ces mesures-là à un instant T. Donc c'est toujours un petit peu difficile de se dire que les préconisations ou les recommandations qu'on peut faire vont forcément fonctionner, vont forcément être la bonne solution, etc. Mais si on se base sur les résultats qu'on a, ça veut dire que quelque part, ces associations vont être, comme on l'a vu au début, un des éléments qui vont amener, oui ou non, à faire un choix d'études, de carrière plus ou moins stéréotypique ou contre-stéréotypique. Si l'idée c'est de finalement renforcer l'association entre féminin et maths, eh bien on peut imaginer que, notamment se servir de ce qui est les modèles de rôle, donc là il y a une littérature dessus, mais ça veut dire l'inscrire dans les programmes de classe dès le primaire en fait, et pas une fois tous les 5 ans, il y a une doctorante par exemple en STEM qui vient raconter que c'est super, elle s'éclate dans ce qu'elle fait avec les maths, etc. Non, on peut imaginer pour qu'il y ait vraiment une association qui se crée au fur et à mesure notamment de la socialisation scolaire, c'est le type d'initiative qu'il faut régulièrement rendre saillant au sein des classes. Donc ça peut être des personnes qui viennent entre guillemets des femmes notamment qui viennent témoigner de leur réussite, de leur plaisir, du fait que c'est tout à fait possible de faire des maths à un très haut niveau. Ça peut être travailler sur des projets avec des femmes scientifiques célèbres pour rendre cette compatibilité entre femmes, sciences, physique et voilà, faire les deux compatibles, renforcer ce lien-là. J'imagine aussi, alors ça c'est pas du tout mon domaine, mais tout le travail qui a été fait depuis quelques années d'être très attentif dans les manuels scolaires, que les deux groupes soient bien représentés pour tous les métiers et qu'on ne retrouve pas finalement les stéréotypes de genre dans les manuels scolaires. Ça, on peut imaginer que c'est quelque chose d'extrêmement dommageable, donc faire un vrai travail de fond là-dessus, c'est extrêmement important.
Voilà, puis après, il y a plein de jeux maintenant aussi qui se développent justement pour associer les femmes aussi à des métiers du STEM, etc. Donc ça peut être des choses qui se font en famille, qui se font avec les parents, qui se font avec les amis, toujours dans cette idée qu'à un moment donné, à force d'être exposé à des exemples divers et variés, on peut imaginer que les filles, petit à petit, vont aussi renforcer ce lien entre femmes STEM. Et donc, moi, étant une femme, je peux aussi faire des STEM. Voilà. Tu as évoqué dans une conversation préparatoire l'idée aussi que à l'intérieur des filières, il y a des aspects beaucoup plus techniques qu'on le croit, notamment, voilà, on est biaisé ici en psychologie, il y a les stats qui sont très, très importants, où on a tendance de plus en plus utiliser des moyens qui sont plus proches de la programmation en fait que des logiciels tout faits. Est-ce que tu vois là aussi une opportunité pour augmenter un peu le lien entre les domaines STEM largement parlés et les femmes? Alors, je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté, parce que j'aimerais faire le pendant. Et ça complète la remarque précédente, mais dans le sens où peut-être on dévie un tout petit peu justement de vraiment si on se base sur les travaux sur les associations implicites. Parce que finalement, on revient un peu dans le stéréotype, c'est-à-dire que une croyance, et il y a quelques éléments empiriques qui peuvent aller dans ce sens, c'est dire finalement, les femmes, elles n'ont pas trop envie de faire de la physique ou de l'informatique parce qu'elles se disent qu'il n'y a rien d'humain, il n'y a rien de vivant dedans, etc. etc. Et donc, probablement un peu plus tard dans la scolarité, j'imagine à partir de mi-secondaire, ça peut être aussi très important d'avoir toujours avec cette idée de modèle de rôle ou avec des projets par exemple pédagogiques, de mettre en lien justement tout ce qui finalement peut être très appliqué à de l'humain, à du vivant, à de l'animal, à de la bactérie, en se servant justement des mathématiques ou de l'informatique d'ailleurs. C'est quelque chose qui peut-être, en tout cas, moi quand j'étais à l'école, on m'a jamais dit, en fait, tu peux faire de l'informatique pour étudier l'humain, pour modéliser l'humain ou pour modéliser les bactéries, etc., etc., ou les populations. En fait, il y a beaucoup d'applications qui sont peut-être pas suffisamment communiquées par rapport à la diversité qu'offrent les métiers du STEM, y compris de retourner vers des choses, entre guillemets, plus du vivant. Mais c'est pour ça que je dis, on prend un peu le truc à l'envers, parce qu'on reste un peu stéréotypique. Mais je voulais quand même l'aborder. Et vice-versa, je pense qu'en psychologie, on le voit, on assiste de plus en plus à cette évolution. Il y a un glissement, justement, vers une psychologie, je dirais pas forcément tellement naturaliste, parce que ça fait depuis quand même assez longtemps que c'est le cas, mais vers une psychologie mathématique où finalement la modélisation mathématique, les analyses statistiques avancées deviennent de plus en plus, on va dire, un outil quasi nécessaire, ou en tout cas fortement conseillé pour notamment ce qui relève on va dire, je ne veux pas utiliser le terme recherche parce que je pense que c'est aussi très vrai pour certaines pratiques, mais en tout cas pour un degré avancé en psychologie, donc à partir du niveau master et puis au-delà. Et est-ce que tu pourrais citer concrètement s'il existe des initiatives qui, de ton point de vue, contribuent à accroître la représentation des femmes dans le domaine STEM ou des structures de soutien justement pour ces femmes engagées dans les carrières contre-stéréotypiques et qui sont confrontées au quotidien finalement à des récits qui peuvent être difficiles? Alors, juste pour être... J'ai l'impression qu'il y a deux parties dans la question. Ouais. Quelles sont des initiatives qui existent justement pour, on va dire, encourager les femmes à aller en STEM? Et qu'est-ce qui est fait concrètement pour les femmes qui sont déjà en STEM et qui peuvent du coup se retrouver en minorité numérique? Alors, la première partie est un peu plus facile parce qu'on l'a déjà abordé en partie, en fait. En tout cas, alors pour le coup, pour la Belgique, je ne suis pas exactement au point sur ce qui se fait, mais je pense que c'est très proche de ce qui se fait en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations. Les femmes en maths, il y a c'est mené par des enseignants-chercheurs, Math par exemple, il y a des associations comme La Main à la Pâte, donc en fait des
des associations qui contribuent à promouvoir justement la place de la science de façon générale dans les écoles, primaires, secondaires. Et le fait du coup de se baser, là encore une fois, c'est l'idée d'utiliser des modèles de rôle qui soient contre-stéréotypiques de façon régulière. Le fait d'être impliqué dans des projets pédagogiques où on peut aller un peu, on va dire, jusqu'à ses limites et se rendre compte que finalement on est capable de le faire, on peut driver des choses, on est encouragé de la même façon. Donc ça, c'est vraiment des initiatives qui, normalement, si elles sont menées, on va dire, dans cette idée d'assurer une représentativité suffisante des femmes, devraient amener à restructurer un petit peu ces associations. Après, par exemple, pour Matangine, je ne sais pas exactement comment c'est organisé, s'ils font attention à ce qu'il y ait aussi beaucoup de femmes dans les organisateurs, mais on peut imaginer que c'est vraiment ce type d'initiatives qui vont avoir leur importance. On voit aussi que le rôle de l'école, bien évidemment, est assez central. Et par contre, pour les femmes qui effectivement qui sont déjà engagées dans ces filières contre-stéréotypiques, alors il y a pas mal de travaux qui justement s'intéressent au fait qu'est-ce qui se passe quand on est en minorité numérique, que nos enseignants sont très majoritairement des hommes, qu'il y a même des travaux qui, dans certaines situations, montrent que ces femmes-là, elles se disent je vais pas trop me maquiller, je vais pas, en gros un petit peu se désidentifier un peu du groupe des femmes, c'est pas forcément ce qu'on observe systématiquement, mais il y a quelques travaux qui vont dans ce sens. Donc j'imagine que là aussi c'est former, ou en tout cas sensibiliser les enseignants dans ces filières STEM plus avancées, du fait que en général ils savent, mais en tout cas les sensibiliser au fait que, alors évidemment, mais ça me paraît un peu gros, mais en tout cas, évidemment, pas de remarques discriminatoires, pas de remarques trop fortes sur le fait qu'elles soient en minorité numérique. Mais au-delà de ça, peut-être être particulièrement attentif, mais là aussi ça dépend un petit peu des systèmes scolaires en fonction de comment c'est organisé au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple, parce que pour les femmes en France qui rentrent dans des filières très sélectives d'ingénierie, c'est très rare en fait qu'elles en sortent. Si on est dans des filières où il y a peut-être plus de perméabilité entre les filières, où on peut facilement aller, on va dire, de sa classe de sciences vers la classe de lettres, il y a peut-être une attention particulière à avoir si certaines femmes en particulier ont un drop de performance. Ça peut être un premier indicateur, peut-être de l'absentéisme. Donc j'imagine que dans la sensibilisation du staff enseignant, ça va être peut-être être vigilant à ce type d'indicateurs qui peuvent être des sortes de prémices à un décrochage des filières STEM. Mais je n'ai pas d'études là directement en tête qui s'intéressent à ça spécifiquement. Donc c'est my best guess. Voilà. Alors pour s'approcher de la fin, déjà, on a une question un peu plus large. Si tu pourrais faire ta recherche de rêve, comment est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Ma recherche de rêve, ça serait adresser un petit peu la question du développement en cours de socialisation en fait de ces stéréotypes. Donc ce que je dis toujours, si j'avais des fonds énormes avec la possibilité d'avoir accès à une très forte, un très grand échantillon, avec la coopération des écoles, mais écoles au sens large, du primaire jusqu'à l'univ, en fait, du monde académique, ça serait vraiment réaliser une étude longitudinale pour observer justement de façon régulière, plusieurs fois par an, c'est l'évolution ou pas pour certains sous-groupes de ces stéréotypes de genre. Parce que, encore une fois, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mesurer des choses à un instant T,
Et on va faire des suppositions sur comment ça a pu se développer, mais c'est vrai que si on imagine avoir des enfants dès le début du primaire et les suivre, on va dire jusqu'à leur choix à l'Uni, voire leur poursuite éventuelle en doctorat, il y a une, à ma connaissance, il y en a certainement d'autres, mais une qui est particulièrement intéressante, qui a été faite à l'université de Vanderbilt, qui a dû commencer dans les années 80, et qui a effectivement suivi comme ça une cohorte d'élèves pendant plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça serait un petit peu cette idée, c'est d'avoir une dizaine, une quinzaine d'années où on pourrait suivre un échantillon important d'élèves sur le développement. Ça permettrait aussi peut-être de mieux identifier des périodes critiques où l'impact finalement de ces croyances stéréotypiques peuvent avoir un impact plus fort peut-être qu'à d'autres moments. Et donc derrière, ça veut dire que savoir déjà quand est-ce que ça va avoir quand est-ce que ça évolue fortement, quand est-ce que ça peut avoir un impact fort sur les performances, sur la motivation, sur l'orientation. Et ça permet aussi de mieux cibler les différentes interventions. On ne les a pas toutes évoquées, mais les interventions existantes. Donc ça serait quelque part un suivi longitudinal en vue d'avoir une recherche qui soit translationnelle, puisque ça c'est peut-être le plus grand challenge pour la plupart des chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est même quand on a l'impression de faire de la recherche appliquée, je pense qu'entre la recherche et l'application réelle à plus grande échelle, c'est extrêmement difficile. Merci. Translationnel, donc c'est qui peut être transposé du monde de la recherche qui peut vraiment être appliqué, en fait, qui peut être utilisé, on va dire, au quotidien pour améliorer le bien-être des individus. Voilà. Et donc, idéalement, ça serait une coopération avec le ministère de... Comment ça le ministère de l'Éducation. Voilà. Alors, ça, c'est la question qui est difficile, parce que, en fait, dès qu'il y a le politique qui s'en mêle, oui. On perd parfois un petit peu en liberté, mais aussi parce qu'il y a des attentes fortes, parce que je crois qu'il y a vraiment des volontés fortes du ministère de faire en sorte que l'école fonctionne bien, parce qu'on sait que la responsabilité de l'école pour, on va dire, les citoyens de demain est énorme, les ministères le savent aussi, mais du coup, ils ont tellement envie... Parfois, on peut avoir l'impression qu'ils ont tellement envie de bien faire et de mettre en évidence, finalement faire une confirmation d'hypothèse, de se dire que la nouvelle idée qu'ils ont eue de la science, qu'ils sont allés voir dans d'autres pays en se disant c'est super, c'est sûr que ça va marcher chez nous, ça va être révolutionné, l'école va être plus égale, les garçons et les filles vont faire des choix qui les épanouissent et non pas en fonction de leurs stéréotypes, du coup c'est en termes de possibilité de montrer que ça ne fonctionne potentiellement pas et que peut-être c'était pas du tout une bonne idée dans le contexte en question où ça a été transposé, c'est pas toujours évident du coup de le faire avec le politique, mais tu as raison dans le sens où de toute façon ce type de projet longitudinaux, si c'est sur des grandes cohortes, ça se fait forcément quelque part avec du politique, mais une politique on va dire qui peut aussi entendre peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi simplement et qu'en 2 ans, on ne peut pas changer en profondeur un système social, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous. Merci. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzonera Quartet. Sylvain Delouvet a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, cescup.ulb.be/milgram-de-savoir-podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @mcscoop ou par mail via milgramdesavoir@gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.